Bonsoir, bienvenue chez Charlotte Podcast Crime. Ce soir, nous parlons d'une effroyable histoire qui a défrayé la chronique à partir de l'année 2002. Une enquête judiciaire qui a révolutionné les techniques d'investigation. Alors, assieds-toi confortablement, écoute la triste affaire d'Élodie Kulik. Péronne, petite ville située dans la Somme en Picardie. Dans la nuit du vendredi 11 janvier 2002, entre minuit 50 et 7h31, 4 personnes alertent les gendarmes du peloton de Péronne de la présence d'un véhicule Peugeot 106 grise accidenté, abandonné sur le bord de la départementale 44 à hauteur de Cartigny, commune située à 7 km du sud-est de Péronne. Sur place, les gendarmes constatent qu'il n'y a personne dans le véhicule, ni aux alentours. Grâce à la plaque d'immatriculation, le propriétaire du véhicule est très vite identifié. Il s'agit d'Élodie Kulik, une jolie jeune femme blonde, âgée de 24 ans, réside dans un petit appartement situé à Péronne, dans la rue des Bouchers. Travaille dans une agence bancaire, est d'ailleurs la plus jeune directrice d'agence bancaire de France. Est appréciée de tous, épanouie, très proche de sa famille. Aucune raison ne la pousserait à disparaître volontairement. Les gendarmes poursuivent leurs fouilles dans les bois aux alentours du véhicule abandonné, se renseignent auprès des hôpitaux pour savoir si la jeune femme est présente au sein de l'établissement, portant des blessures au vu de son véhicule accidenté, mais en vain. Apprennent qu'elle ne s'est pas rendue non plus à son travail. En rassemblant tous les faits, décide de contacter les parents d'Élodie, Jackie et Rose-Marie Kulik, en leur signalant que le véhicule de leur fille est stationné au bord de la départementale, explique la situation, demande si de leur côté ont des nouvelles de la jeune femme. Fortement inquiets, se rendent immédiatement à l'appartement de leur fille, en vain. Donc, son véhicule est retrouvé accidenté, ne répond pas au téléphone, n'est pas à son domicile, ne s'est pas non plus rendu à son travail, comportement qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute. Cela devient donc une disparition inquiétante. Un avis de recherche sera diffusé dans la presse. Des coups de fil réguliers seront entrepris entre les gendarmes de Péronne et la famille d'Élodie afin de se tenir au courant des moindres détails. Mais le lendemain matin, l'appel téléphonique effectué par les brigadiers est tout autre. Les parents d'Élodie doivent se rendre au plus vite à la gendarmerie. Sur place, les gendarmes ainsi que le maire de Tertry, petite commune voisine du lieu de l'accident, les accueillent. L'atmosphère est pesante. Au vu des visages fermés de ces derniers, apprennent qu'Élodie est décédée, mais sont loin d'imaginer la gravité des faits. En effet, ce matin, vers 10h45, un agriculteur, Éric Retourné, vient tous les samedis déposer son fumier au lieu de la Tombelle, une décharge agricole connue des paysans du coin, afin de brûler leurs déchets. Dans la pénombre, à bord de son véhicule, à une trentaine de mètres, aperçoit une silhouette, mais pour être sûr de ce qu'il voit, descend de son engin agricole, puis constate qu'il s'agit d'un corps dénudé, gisant sur le dos, le corps partiellement brûlé. Éric contacte aussitôt les gendarmes qui se rendent sur les lieux. Le capitaine, connaissant bien la région, expliquera avoir eu du mal à accéder au site, car c'est un chemin impraticable, isolé au milieu des champs, boueux, chaotique. Sa première réaction, en tant qu'enquêteur, c'est qu'il faut vraiment être du coin pour connaître cet emplacement. Sur place, une scène insoutenable. Sur le corps, les membres supérieurs ont été les plus atteints, notamment les mains, les bras et le thorax. La partie gauche du visage a été épargnée par le feu.
Une botte est toujours enfilée sur la jambe droite. L'autre, carbonisée, repose sur le côté. La scène de crime est dite désordonnée car le ou les auteurs ont laissé des éléments précieux tels qu'un préservatif usagé, dont ils ont extrait un ADN masculin unique mais n'appartient à aucune personne déjà condamnée. Un mégot de cigarette, une serviette éponge ensanglantée, puis une chaussette de couleur sombre appartenant à la victime. Jackie et Rosemary Kulik sont brisés, anéantis par cette terrible nouvelle. Élodie était une jeune femme pétillante, solaire, très séduisante, dont le physique attirait l'attention, épanouie dans quasiment tous les domaines de sa vie, était fière d'avoir accompli ses objectifs à être nommée directrice d'agence bancaire, un vrai mérite par sa persévérance, avait un très bel avenir devant elle. Lors de l'autopsie difficilement praticable, les médecins légistes indiquent qu'elle a été étranglée à main nue, puis violée avant d'être brûlée. Du sperme sera retrouvé dans l'organe génital, détermine que le ou les auteurs ont utilisé de l'essence pour mettre le feu au cadavre. L'absence de suie dans les poumons indique qu'Élodie était déjà morte lorsqu'elle a été incendiée. Malgré les conseils des psychologues, Jackie et Rosemary Kulik feront preuve d'un immense courage afin de voir leur fille à la morgue. Il dira que même à moitié carbonisée, c'était sa fille, qu'elle était toujours aussi belle, mais cette image sera gravée à vie dans sa mémoire. Il faut dire que la vie de Jackie Kulik est semée de drames qui ont emporté déjà 2 de ses enfants âgés de 5 et 6 ans lors d'un accident de la route en 1976. Une amie de Jackie le décrit comme étant tenace, un homme aux cheveux châtains, sans un fil d'argent et à la carrure solide. Ce retraité de l'administration postale, ancien facteur à Paris entre 69 et 72, ne sombre pas. A fait une promesse sur la tombe de sa fille ainsi que de son épouse, morte désespérée quelques années après la mort d'Élodie. C'est qu'il n'abandonnera jamais. Les gendarmes établissent l'emploi du temps d'Élodie le jour du drame. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a eu une journée classique, a quitté son travail sur les coups de 17h45, a rejoint son ami Hervé afin de dîner avec lui au restaurant Le Pavillon de Shanghai, situé à Saint-Quentin dans l'Aisne, une trentaine de kilomètres de Péronne. La soirée fut agréable. Élodie était enthousiaste, heureuse, rien ne pouvant présager qu'une telle chose allait se produire, expliquera-t-il. On prolongeait leur soirée au domicile de monsieur pour écouter la musique, boire un café, puis, sachant qu'Élodie travaillait le lendemain matin à l'agence, a regagné son véhicule peu avant minuit, adressant un signe de la main à Hervé, qui l'observait de sa fenêtre avant de prendre la route pour regagner son domicile. N'a que 30 kilomètres à parcourir, connaît par cœur la route à emprunter jusque Péronne. Mais c'est à hauteur de Cartigny, à 5 kilomètres de Péronne, que la voiture quitte la route. Un automobiliste arrive sur les lieux vers minuit 50, s'apprête à porter secours en voyant le véhicule accidenté, dont la porte passager est ouverte. Mais il n'y a personne, ni dans la voiture, ni aux alentours. Va trouver le sac à main, le remettre dans l'habitacle, puis refermer la porte. De plus, ce témoignage apportera que le plafonnier ainsi que la radio sont restés allumés. Et rappelez-vous, au total 4 personnes ont contacté le centre opérationnel afin de signaler le véhicule accidenté. Mais personne n'aura assisté à la sortie de route, qui est une ligne droite, ne représente pas un axe de dangerosité. De plus, Élodie était une conductrice prudente. A-t-elle été provoquée par un autre véhicule, ce qui expliquerait qu'elle ait perdu le contrôle de son véhicule ? Selon les gendarmes, il n'y aurait pas d'autre explication, d'autant plus que d'autres conductrices témoigneront auprès des gendarmes qu'elles ont déjà été pourchassées sur cet axe routier en pleine nuit. Par la suite, les gendarmes posséderont un élément crucial, le dernier enregistrement d'appel téléphonique passé à minuit 20 par Élodie au CODIS d'Amiens, avant de mourir. Le centre d'appel des pompiers dure 26 secondes. L'opératrice aura de grandes difficultés à comprendre
Pourtant le son est inaudible, étouffé par les hurlements d'Élodie, dont la détresse est terrifiante. L'appel va être coupé. Dans la foulée, l'opératrice, qui détient le numéro de téléphone car était affiché, va tenter de la rappeler, mais en vain. C'est là le dernier signe de vie de la jeune femme. Son portable ne sera jamais retrouvé. Grâce à l'analyse des bornes téléphoniques activées, les gendarmes sauront que l'appel a été effectué sur les lieux de l'accident. La thèse de l'accident provoqué par un tiers est donc solvable. Concernant la bande son, celle-ci est analysée. Les experts sont formels. Il y a au moins 2 personnes sûres d'identifier, voire 3, dont 2 voix masculines avec un accent fort du Nord, ce qui signifie que ce sont des gens du coin. Distingue le mot batterie en parlant du téléphone, ensuite un bruit sourd, comme si la batterie avait été arrachée, ce qui rejoint le téléphone coupé au moment de l'appel avec l'opératrice. Entendent des cris, des pleurs provenant d'Élodie, des appels au secours. Le père d'Élodie écoutera cet enregistrement glacial afin de savoir s'il identifie la voix des agresseurs, mais il n'en est rien, ne sait pas non plus s'il est possible que sa fille les connaissait. Durant l'enquête, les gendarmes vont convoquer les amis proches d'Élodie, dont l'ex-petite amie Gaëlle, ainsi que Hervé, le dernier à avoir vu Élodie vivante. Les ADN prélevés, ne correspondant pas avec celui retrouvé, sont donc très vite écartés. D'autres suspects aussi qui auraient croisé le chemin d'Élodie, dont un homme qui zonait près du restaurant, ayant emprunté la même route qu'Élodie avec un passé judiciaire de délinquant sexuel. Ce type de profil pourrait tout à fait correspondre, mais une fois de plus, la comparaison ADN ne matche pas. La clientèle de la banque y passe, mais rien. Les gendarmes de la section de recherche d'Amiens, affectés à la cellule d'Élodie, procèdent à de milliers de tests ADN, mais en vain. 7 mois plus tard, après le meurtre d'Élodie, soit le 8 juillet 2002, Patricia Leclé, 19 ans, est retrouvée morte après avoir été violée. Puis, à 6 semaines d'intervalle, le 21 août, c'est au tour de Christelle Dubuisson d'être retrouvée morte, violée elle aussi. Les gendarmes se demandent s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série dans le département. En novembre 2002, Jean-Paul Lecomte, 42 ans, dit le tueur de la Somme est arrêté, est l'auteur des 2 meurtres. Son profil pourrait correspondre au meurtre d'Élodie, mais l'homme était en prison lors du crime de la jeune femme. Son alibi est donc certain. Quelques années après le meurtre d'Élodie, les investigations continuent sans relâche. La section de recherche effectue leur travail en toute discrétion. 500 pistes sont déjà exploitées, 10 000 auditions effectuées ainsi que 5 400 prélèvements ADN, mais rien. Mais le 16 janvier 2012, soit 10 ans après le meurtre d'Élodie, le juge d'instruction de l'époque convoque Jackie Kulik pour lui rapporter 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à retrouver l'ADN du violeur de sa fille. La deuxième, c'est qu'il est mort. Il s'agit de Grégory Viard, tué dans un accident de la route en 2003. C'est un coup de masse pour Jackie Kulik. Pour la première fois en France, un coupable est identifié par une recherche d'ADN de parentèle, ce qui signifie qu'il concerne un ADN d'un membre de la famille d'un profil recherché. C'est grâce à l'enquêteur Emmanuel Fam-Oé, capitaine dans la section de recherche d'Amiens qui a séjourné en Angleterre, puis à Quantico au FBI, que l'idée a germé. L'homme s'est plongé dans la littérature scientifique américaine, s'est intéressé à la méthode de l'ADN de parentèle qui avait déjà permis de résoudre une affaire sordide, celle d'un violeur en série californien, le Grim Sleeper, dormeur lugubre en anglais, retrouvé grâce à l'ADN de son père. L'enquêteur sera très étonné que cette méthode efficace ne soit connue des services français. Il faudra attendre près d'1 an pour que la garde des Sceaux donne son accord en automne 2011. Après une semaine de travail sans relâche, à temps plein, sur le FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, pour que celui-ci donne des résultats avec une liste de 526 personnes qui apparaissent à l'écran.
Un profil génétique se démarquera des autres, celui du père du suspect, incarcéré pour une affaire d'agression sexuelle. Pour l'enquêteur, il n'y a plus de place au doute. Grégory Viard, qui a 20 ans à l'époque des faits, est certainement le violeur d'Élodie. Le cadavre de Grégory Viard sera exhumé afin de confirmer les expertises, et les analyses confirmeront sans aucun doute sa culpabilité. Son ADN est retrouvé dans le préservatif usagé, puis dans le corps d'Élodie. C'est donc une chance incroyable, car si le père de Grégory Viard avait été un honnête homme, non fiché, cette enquête aurait eu très peu de chances d'être résolue. Mais puisque celui-ci est mort, est donc présumé innocent en tant qu'auteur du viol d'Élodie. L'identification de celui-ci relance l'enquête. Doivent maintenant retrouver le complice de Grégory Viard que l'on peut entendre sur la bande son. Un dispositif très important est déployé par les gendarmes. À 6 heures du matin, heure légale des interpellations, se présente au domicile de plusieurs personnes. 7 sont aussitôt placés en garde à vue à Amiens. Et les gendarmes disposent d'un élément crucial, celui de l'enregistrement d'appels téléphoniques qui vont diffuser à chaque suspect, ce qui va bousculer les auditions. Sur les 7 personnes, 5 d'entre eux vont être formels. Il s'agit de la voix de Willy Bardon, 39 ans, marié, un enfant, au casier judiciaire vierge. Et l'homme fait partie des gardés à vue, un ami très proche de Grégory Viard, partageait ses soirées de beuverie, sa passion pour les véhicules tout-terrain. Des témoignages affirmeront que l'un n'était jamais sans l'autre. Lui font donc écouter l'appel au secours d'Élodie. Dans un premier temps, l'homme reconnaît sa voix, mais affirme qu'il n'était pas présent. Ensuite, revient sur ses déclarations, en expliquant que cette voix lui ressemble, mais que ce n'est pas lui. Le 18 janvier 2013, à l'issue de sa garde à vue, Willy Bardon est mis en examen pour le viol, l'enlèvement et le meurtre d'Élodie Kulik, est immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens et ne cesse de clamer son innocence. En avril 2014, est remis en liberté, assigné à résidence, portant un bracelet électronique. Mais selon la loi, on ne peut porter un bracelet électronique plus de 2 ans. C'est pour cela qu'il va le restituer en avril 2016 et sera placé sous contrôle judiciaire. En avril 2017, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Somme, a immédiatement fait appel de la décision. Le procès en première instance s'ouvre le 21 novembre 2019. Le verdict est rendu le 6 décembre de la même année. Willy Bardon est condamné à 30 années de réclusion criminelle, conformément aux réquisitions pour l'enlèvement et le viol en réunion d'Élodie, mais acquitté du chef de meurtre. À l'annonce du verdict, tente de se suicider. Ses avocats indiquent qu'ils feront appel. Le procès en appel s'ouvre le 14 juin 2021 à la cour d'appel de Douai dans le Nord. Willy Bardon, clamant toujours son innocence, est de nouveau condamné le 1er juillet 2021 à 30 ans de prison et cette fois-ci est reconnu coupable du meurtre d'Élodie, en plus de la séquestration et du viol en réunion. Ses avocats annoncent le pourvoi en cassation qui est rejeté le 30 novembre 2022. Ce même jour, ses défenseurs font savoir qu'ils vont déposer un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Celui-ci est rejeté en septembre 2023. Willy Bardon clame toujours son innocence. Enfin, après 21 ans de combat pour retrouver le meurtrier d'Élodie, il y a enfin une justice pour Jackie Kulik qui, l'on espère, retrouve enfin la paix qu'il mérite amplement. Cette histoire criminelle est terminée, c'est tout pour moi. À très bientôt.